Alors, quand est-ce que je suis tombé amoureux des mathématiques? Je m'en souviens en fait, hein, précisément, c'était en CE1, c'était en octobre de mon année de CE1, quand mon instituteur a commencé à faire des dessins avec des patates pour expliquer la réunion, l'intersection d'ensemble. Et ça m'a paru hyper limpide. Oh, je me souviens qu'au CP, la soustraction, je ne comprenais rien. La soustraction, c'était très difficile. Et j'étais considéré comme un mauvais élève. Hein. Je n'avais pas un bon classement, mes parents étaient très inquiets pour moi. Et puis, cette année de CE1, ça devait être octobre. Ces patates, d'un coup, j'ai eu comme un flash, en fait. C'est marrant, je m'en souviens encore. Et après, je suis devenu instantanément bon en mathématiques. J'ai d'un coup été premier. C'est marrant, c'est bizarre, enfin, il s'est passé quelque chose. Oui, alors, disons qu'en ce qui me concerne, j'aime tout. Donc, j'aime bien le droit, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'aime bien la SVT, j'ai beaucoup étudié la SVT par moi-même quand j'étais au lycée. J'ai lu plein de livres, j'ai écrit même j'ai trouvé un cahier où j'avais écrit 300 pages sur le génome. Voilà, donc quand j'étais jeune, je voulais faire chercheur en cancérologie. Voilà, donc, et puis après, je voulais faire de la physique, et puis après, j'ai mal terminé, quoi. Je veux dire, voilà, je crois, c'est ça le problème. Oui, évidemment, tous les gens qui ont un parcours scientifique, hein, ils vous disent tous la même chose. Il y a toujours des profs ou des gens, pour ceux qui ont la chance de connaître dans leur famille, etc., ou des amis. Enfin, en ce qui me concerne, effectivement, c'est plutôt des enseignants qu'on cible parfaitement. Un très bon enseignant, par exemple, de terminale, mes profs de première et terminale en mathématiques étaient très bons, vraiment, ça avait su me pousser, me donner du goût. Un prof de SVT en cinquième aussi, qui était vraiment un gars incroyable. C'était vraiment un truc assez intéressant. Prof de maths en troisième, et puis des instituteurs aussi. Donc, mais bon, j'allais dire 5-6 personnes comme ça. Et puis en post-bac, j'ai eu d'excellents professeurs en fait, hein, même que ce soit en prépa ou à l'université, des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Alors après ma prépa, je suis rentré à l'ENS et puis là alors c'était assez marrant, je ne sais pas si je peux en parler. Donc je suis rentré à l'ENS en 84, je commence à être vieux. Et puis à l'époque on avait un triumvirat qui commandait le département de mathématiques et c'était John Coates qui était un Anglais en fait et qui a eu après une chaire à Cambridge je crois. Qui dirigeait le département de maths. Et puis, on sortait juste, on venait de réussir le concours, hein, on sortait, et puis il nous dit ouais, Charles, tu dois faire de la recherche. Alors, j'étais un petit peu surpris, là, d'un coup. Attends, je veux dire, je sais pas, je suis inscrit en licence maîtrise, je dois faire de la recherche déjà. Enfin, bon, on n'était pas préparé, mais je dis, si, il faut faire de la recherche, avec son accent anglais. Et puis, enfin, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était encore la liberté, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Alors, la contrepartie, c'est qu'on n'était pas non plus très drivé par nos professeurs, enfin, nos caïmans et les gens du département. Donc, du coup, le choix de l'orientation, et ça, c'est un point peut-être, je ne sais pas si on en reparlera, mais le choix de l'orientation quand on a 20 ans ou 21 ans, qui va déterminer quand même un petit peu le parcours qui suit, a peut-être pas été optimal en ce qui me concerne. En fait, je me suis orienté vers la théorie des groupes, les groupes de Lie. Mais à vrai dire, ce n'est pas mes profs qui m'ont dit tiens, ce serait bien que tu fasses la théorie des groupes, c'est vachement intéressant pour toi, tu as le profil, etc. Non, je me souviens, c'était un copain qui était une année avant moi et qui avait fait un DEA de théorie des groupes. Et puis, il y avait un truc assez marrant. Il me dit, tiens,
je fais de l'analyse sur les groupes. Alors ça, j'ai dit, ah bon, tiens, on peut faire ça, de l'analyse sur les groupes, ça m'intéresse, fais voir. Puis donc j'ai creusé le domaine, et puis après je suis allé là-dedans. Mais c'est un peu par hasard, quoi. Après coup, quand à mon tour j'ai eu à encadrer des jeunes, j'ai quand même approfondi un petit peu la chose pour donner des conseils plus avisés que ceux que j'avais reçus moi-même. Donc moi j'ai eu comme maître Michel Duflot, donc ça c'était il y a longtemps, donc théorie des représentations, des problèmes d'analyse harmonique en fait sur les groupes. Donc c'est un point de vue, alors c'est pas vraiment de l'analyse et c'est pas vraiment de l'algèbre non plus. Donc du coup c'est un peu une interface et on essayait de comprendre ce qui fait que les entre guillemets quand on veut faire de l'analyse sur les groupes, plutôt en ce qui me concerne c'est les espaces symétriques, quelle était la raison profonde du fait qu'on arrivait à résoudre les équations associées. Et la raison profonde, elle vient ce qu'on appelle la théorie de Fourier. Et il y a un moment, il y a les opérateurs qu'on essaye de résoudre, enfin, qui rentrent en jeu, en vérité, par une sorte de changement de variable, redeviennent des opérateurs à coefficient constant. C'est un peu ça le miracle de l'affaire, et c'est ça le cœur profond, c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme d'Harishchandra en l'occurrence. Donc mes recherches sur la thèse au début ont porté là-dessus, donc sur la généralisation de l'isomorphisme d'Harishchandra aux espaces symétriques. Bon, c'est un peu technique. Donc voilà, bon, j'ai travaillé là-dedans, j'avais un résultat et j'ai laissé une conjecture que j'ai toujours pas résolue, que personne n'a résolue depuis. Donc voilà. Et puis après, donc ça c'était au début des années 90. Et donc après, je me suis intéressé aux opérateurs de Dunkel. Donc un truc, alors je pense que je peux dire que je suis celui qui a plus ou moins introduit les opérateurs de Dunkel en France. Alors maintenant, c'est une interface aujourd'hui en probabilité et puis en analyse harmonique. Donc j'étais chercheur au CNRS à Nancy à ce moment-là. Donc là, j'ai travaillé pendant 4 ans ou 5 ans sur les opérateurs de Dunkel. C'était assez... C'était bien, c'était sympathique. J'ai pas vu à l'époque, j'ai loupé quelque chose, l'interface avec les probabilités à ce moment-là sur les opérateurs de Dunkel. C'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir creusé. À vrai dire, ces opérateurs qui venaient de l'algèbre ont des applications en probabilité et même des applications en finance, d'après moi. Donc j'ai tout un programme là-dessus, mais dans une autre vie, je ferai ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai loupé à l'époque. Et je sais pourquoi, parce qu'on n'était pas dans un labo assez interdisciplinaire finalement. C'est-à-dire que dans le labo où j'étais, il y avait bien des probabilistes, il y avait bien des gens de mathématiques pures, et là, il y avait un objet qui venait de l'algèbre et qui potentiellement pouvait dériver vers les probas, et personne ne le savait à l'époque. Et les gens se sont pas saisis de la chose pour en faire, disons, quelque chose de très opérationnel, et puis voir après, ils créaient du code, faire du pricing, etc. Donc c'était assez marrant, c'est montrer quand même une unité finalement des mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques appliquées ou de mathématiques pures. Et ça, c'est un peu cette tranche de vie là, à la fin des années 90, enfin 95 par là, c'était ça, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que je regrette profondément. Alors en fin des années 90, j'ai changé encore de sujet, parce que bon, j'aime bien changer. Il ne faut pas rester, moi, c'est le conseil que je donne aux jeunes, restez pas. Vous avez fait une thèse sur un sujet, vous commencez à être chercheur, changez de sujet. N'essayez pas de résoudre un problème que vous n'avez pas résolu dans votre thèse. Changez de sujet. Voilà. Et ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Alors, si on m'écoute, je veux dire, c'est le bon conseil, ça. C'est-à-dire qu'il faut se renouveler, il faut que le business change. En 97, Kontsevich a démontré un théorème
il a eu la FIS, entre autres, pour cette chose-là, sur la quantification des variétés de poissons. Et c'est un sujet qui était connecté à mon sujet de thèse, en fait, indirectement. Donc, alors je me suis mis là-dedans, j'ai commencé à essayer d'apprendre, il faut toujours se renouveler un petit peu. Et là, j'ai travaillé dans ce sujet pendant 7 ans à peu près. Donc là, j'ai eu des résultats assez intéressants avec des collaborateurs comme Alexeyev, qui est un matheux, physicien de l'école russe et qui travaille en Suisse, en Suisse à Genève. Voilà. Donc, et on a laissé un objet qui est un petit peu étudié, qui s'appelle l'associateur d'Alexeyev-Tourosien. En 2008, j'ai été contacté par quelqu'un que je connaissais à l'inspection générale et qui m'a dit, tiens, tu sais, il y a des postes à l'inspection générale, ça serait bien que tu réfléchisses éventuellement à candidater. Alors j'ai dit, ah bon, tiens, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Et comme j'avais un peu terminé un cycle de recherche qui était, j'allais dire que j'étais un peu disons, à une intersection là, d'un point de vue scientifique, soit c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire des mathématiques appliquées en fait. Donc alors c'est assez marrant parce que moi qui voulais être cancérologue, et j'ai fait des maths pures, je ne sais pas pourquoi, mais bon, la vie est faite comme ça. Donc ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé dans les maths, c'est les mathématiques en action, et donc les mathématiques appliquées, quoi. Mais et ce que je regrette un petit peu, c'est que dans la communauté scientifique, souvent le passage maths pures, mathématiques appliquées n'est pas assez facile. Ce qui nous différencie d'autres pays, par exemple les États-Unis, où c'est beaucoup plus facile. Je crois qu'on a vraiment des progrès à faire de ce côté-là. Il y a au sein même des laboratoires de recherche, le fait que quelqu'un qui ait fait des maths pures puisse, disons, entre guillemets, prétendre d'un coup, en 2 mois, à faire des mathématiques appliquées, voire à écrire, à travailler même avec des industriels ou des banques, ça paraît un peu bizarre. Et les gens ne sont pas prêts intellectuellement à accepter ça. Et dans l'autre sens aussi. Donc du coup, ce cloisonnement maths pure, maths app, il est dommageable en fait pour l'aspect dynamique, applicatif. Après, ça s'explique un petit peu pourquoi il n'y a pas de tant de start-up dans nos universités. Voilà, c'est un peu le point. Donc du coup, j'étais un peu je m'étais dit, bon, soit je vais reprendre mes opérateurs de Dunkel et voir un peu ce que je peux en faire en finance mathématique. Alors, je suis même allé voir des gens à la Société Générale, à la BNP. Je dis, écoutez, j'ai quelques idées dans ce domaine. J'ai appris pas mal de mathématiques financières. J'ai bien vu que ça collait bien avec les mathématiques pures que j'avais faites. Et en fait, il y a des ponts vraiment très très clairs dont les gens n'ont pas vraiment conscience, mais bon, il faudrait que je fasse un cours là-dessus. Et donc voilà, donc il y avait ça, je me disais, tiens, j'étais chercheur au CNRS, je me disais, bon, je vais monter un projet là-dessus, ça va intéresser le CNRS. Et j'ai vu que, en fait, et ça c'est un truc que je regrette aussi, c'est-à-dire que dans les banques, par exemple, dans les labos de recherche dans les banques, ça ne les intéressait pas spécialement. Ils disaient, oh là, c'est trop compliqué, ça vient des maths pures, etc. Donc finalement, que d'un côté ou de l'autre, on n'a pas le dialogue le dialogue nécessaire, peut-être intellectuel, pour créer cette interface. Alors je me suis dit, bon, à la limite, il vaut mieux créer soi-même un truc, puisque même si ça n'intéresse personne, on va le faire tout seul. Mais bon. Et puis, d'un autre côté, il y avait finalement cette opportunité, ce truc, tiens, je me dis, tiens, l'inspection générale, qu'est-ce que c'est bon, c'est un autre métier, plutôt autour de l'encadrement, d'être au cœur un petit peu du réacteur éducatif. Donc bon, c'est quelque chose auquel, en vérité, auquel j'avais jamais pensé, quoi. Avant 2008, je connaissais des inspecteurs généraux, hein, bien sûr, parce qu'on s'était croisés dans les jurys, etc. Donc un métier un peu mystérieux d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et donc du coup, bon, j'ai quand même commencé à discuter avec les gens. Je me suis dit que ça pouvait correspondre aussi un peu à mes compétences et mon tempérament.
Bon, finalement, j'ai déposé un dossier et puis j'ai été pris. Après, il y a une commission, il y a un système assez complexe de recrutement des hauts fonctionnaires. Donc voilà, c'était en juillet 2008, mais bon, il y a un processus très lent après de nomination et j'ai été nommé à l'inspection générale en février 2009. Alors, il y a eu, bon, dans une période quand un chercheur, que ce soit étudiant en thèse, effectivement, enfin, en thèse de maths, hein, il faut démontrer des théorèmes nouveaux. Hein. Donc effectivement, il y a, je me souviens très bien comment j'ai résolu le problème de l'invariance que je cherchais là, dans ma thèse, qui a fait ça, je me souviens très bien. Donc j'ai eu plusieurs moments vraiment très forts où un peu ce que explique Cédric dans Villani dans son livre, je l'ai vécu personnellement. Alors moi, ce que je peux raconter, c'est un moment un peu plus tard. C'est le moment qui a déclenché un peu notre succès avec Anton Alexeyev, où on a compris le lien entre les associateurs et le problème de Cauchy-Warburg, enfin la conjecture de Cauchy-Warburg. Et alors c'est une histoire assez marrante, donc je vais la raconter. C'était la rentrée, là, en septembre, donc au début des années 2000. Et puis, durant tout l'été, j'avais... alors c'est des rencontres. Hein, donc, en fait, j'avais un copain qui est prof en classe préparatoire et qui habite sur la Côte d'Azur. Puis j'ai été passer un week-end en famille, nos familles se connaissent, tout ça, c'était très sympa. Et puis juste avant de partir, je lui dis « Oh, attends, j'ai un problème de maths, je sais que tu programmes bien, je vais te... Est-ce qu'on peut en parler ?» Alors, on était en train de partir, hein, on était resté 2 jours, puis genre à 8h du matin, je lui dis « Bon, je t'explique mon problème et tout. » Alors, je lui ai expliqué mon problème. Il y a les enfants qui s'impatientaient. Enfin bon, c'était bon. Voilà. Bon, et puis, il m'écrit mon programme. Il fallait résoudre des équations. Et puis, les ordinateurs étaient moins puissants qu'aujourd'hui. Alors, à distance, il m'avait ouvert une ligne où je pouvais faire des requêtes comme ça par Internet sur sa machine. Et puis, j'ai fait faire des calculs pour 24 heures sur sa machine, qui commençait à chauffer. Et puis, donc, j'avais résolu, durant l'été, j'avais résolu un système d'équations. Bon, au début, bon, il ne se passait rien. Le système était indexé par un entier, donc en dimension 3, 4, 5, 6, etc. Puis jusqu'à dimension 7, il n'y avait rien, aucune solution. Et puis en dimension 8, pof, une solution. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Et puis 8, 9, 10, etc., jusqu'à 17. Alors, et puis j'étais resté comme ça, donc c'était au mois d'août, j'avais fait tous ces calculs, j'ai laissé passer les vacances, et puis à la rentrée, on était à l'université d'Hydro, je vais à un séminaire, puis j'avais en tête cette histoire de chiffres, j'ai dit, c'est quoi ce truc? C'est passé en dimension 8, et puis, bon, c'était un matin, et puis on va au séminaire, et puis je vois un gars avec qui je m'entends bien, et qui était maître de conférence en algèbre, et je lui dis, un truc qui commence en dimension 8, ça te dit quelque chose? Il me dit, il réfléchit, il dit, ah oui, il y a un truc avec les polizeta, il y a un truc en dimension 8. Je dis, ah bon, tiens. Et puis, c'est resté comme ça. Et puis, à la fin du séminaire, je vais voir sur Internet, qu'est-ce que c'est ce truc. Et puis, 8 égale 5 plus 3. Alors, ça, tout le monde sait que 8, ça vaut 5 plus 3. Mais, et puis, d'un coup, je regarde les dimensions que j'avais calculées grâce au programme de Luc correspondaient exactement à une algèbre parfaitement connue. Je dis, oh mince. Et alors là, d'un coup, je veux dire que ça a été comme un super stress. Là, il y a un truc.
Et ça a été comme si, vous voyez, on avait découvert un truc, et puis là, il ne faut pas en parler à personne, c'est top secret, il y a un filon. Alors, j'envoie tout de suite un mail à Alexeïev, à Anton, et puis je lui dis, attends, là, il y a les dimensions qu'on a calculées, c'est exactement les dimensions de l'algèbre de Drinfeld. Ah mince, et d'un coup, le fait de savoir ça, en une après-midi, on avait trouvé le lien, en fait, on s'est envoyé plein de mails, etc. Enfin, une après-midi, enfin, genre 24 heures, on avait trouvé le lien qu'il y avait entre les deux objets. Et là, je dois dire que ça a été un peu l'excitation, c'est-à-dire, je dis, mais on a démontré quelque chose là. Mais un truc, mais vraiment, c'est comme si ça avait vraiment une découverte, c'est-à-dire, et une découverte faite de deux hasards, en fait. C'est-à-dire, d'abord, le fait que j'ai un bon copain qui a bien voulu me faire un programme qu'il savait calculer. Alors, au passage, l'été, le programme où il fallait calculer, il n'était pas facile, hein, parce qu'après, il fallait résoudre un système. Parce que le copain m'avait fabriqué une matrice, et après, il fallait que je trouve le rang de cette matrice. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que, genre, fin août, j'avais, pour trouver le rang de cette matrice, encore l'interdisciplinarité. Un labo à Paris 7, hein, du plus gros laboratoire. Je me dis, tiens, il y a bien quelqu'un qui va m'aider à calculer le rang de cette matrice. Grosse taille. Hein. Je suis allé voir des gens, ils m'ont dit, oh, même des gens en mathématiques appliquées, personne n'a voulu m'aider. Je me dis, tiens, c'est bizarre, on est dans un labo, une communauté, j'ai un problème, il n'y a pas un chercheur qui veut m'aider. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé un gars qui était au Canada, que je ne connaissais même pas, hein. Enfin, le gars, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je crois que vous savez faire ça, parce que vous ne pouvez pas m'envoyer des lignes de code pour que je puisse résoudre mon problème. Le gars, il a bien compris ce que je lui ai demandé, il est très sympa, il m'a envoyé des lignes de code, et grâce à ces lignes de code, j'ai trouvé les dimensions que je cherchais. Donc du coup, j'ai trouvé 3 types sympas, 3 types sympas, un peu le hasard, et c'est ça la collaboration. C'est-à-dire, alors moi, ce que je regrette, c'est que normalement, dans nos unités, on devrait pouvoir créer cette collaboration au sein même de nos unités. Et en fait, ici, c'est un copain en vacances, l'autre que j'ai trouvé dans le couloir, et le troisième qui était au Canada, que je ne connais même pas, et que je n'ai jamais vu, mais que vraiment, et je le remercierai jamais assez. Et là, ça a été vraiment une grande émotion. Ça a été vraiment un truc, c'est un peu comme quand on est petit, qu'on comprend les noms premiers, quoi. Je veux dire, c'est vraiment et ce que dit Cédric Villani dans son livre, là, le théorème vivant, c'était exactement cette histoire, quoi. Voilà. Et donc, à partir de là, on avait notre théorème, et le théorème a été publié à Annals of Math. Donc, c'était un beau théorème. Alors, il y a la théorie et la pratique, on va dire. Donc, en théorie, c'est assez cadré par un arrêté, un décret qui décrit les fonctions de l'inspection générale. Donc ça, c'est un peu, j'allais dire, c'est comme on dit, qu'est-ce que c'est ingénieur, quoi, je veux dire. Bon, après, donc, le métier de l'inspection générale, enfin, tous les corps, tous les ministères ont en fait une fonction transverse, hein, qui s'appelle les inspections. Hein. Il y a l'inspection générale, il y en a qui sont très connus, l'inspection générale des finances, l'inspection générale du travail, l'inspection générale de la police. Voilà, je veux dire, on en parle souvent dans la radio. L'inspection générale de l'éducation nationale est très connue aussi. Il y a même des inspecteurs généraux à la Défense, par exemple. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein. Il y en a un par arme. Donc l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, c'est un corps qui est rattaché directement donc, au ministre, hein, et qui est composé d'à peu près 156, me semble-t-il, au jour d'aujourd'hui, d'inspecteurs et inspectrices généraux. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, c'est une invention napoléonienne. Et si on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que le métier d'inspecteur général, donc on est nommé par le président de la République,
en Conseil des ministres. Ce sont des fonctions de temps long. Si on essaye de définir au sens propre du terme, dans l'idée napoléonienne, c'est-à-dire des fonctions de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, qui permettent, comment dire, la stabilité du système en temps et en espace. Alors, on retrouve ça dans les entreprises. Il faut penser ces fonctions comme des fonctions vraiment transversales par rapport aux fonctions, disons, très opérationnelles et qui sont verticales, avec, disons, hiérarchiques. Du coup, les inspecteurs généraux n'ont en pratique pas de... ils ont le chef, c'est en gros, il y a un doyen, mais enfin, en gros, c'est le ministre, hein, et il n'y a personne en dessous. Donc c'est une fonction qui est complètement perpendiculaire aux fonctions opérationnelles d'organisation. Alors on retrouve ça dans les entreprises, les très grandes entreprises, par exemple les auditeurs internes chez General Electric, etc. C'est un peu le même genre de fonction. Donc les inspecteurs généraux sont sollicités sur l'évaluation du système, sur l'impulsion, sur le recrutement, sur l'évaluation, j'ai dit, et donc accompagnent en fait, d'une manière générale, la politique éducative du ministère. Et donc, en gros, chaque fois qu'il y a un problème ou des questions vraiment importantes, les inspecteurs généraux, qui sont un peu la mémoire et puis la projection aussi du système, sont questionnés. Par exemple, alors, ce ne sont pas les inspecteurs généraux, ce n'est pas l'inspection générale qui fait la politique. Ça, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'opérationnel au sens propre. C'est-à-dire la politique éducative, elle est du ressort du gouvernement. Donc ça, c'est très clair. C'est-à-dire, c'est en gros le ou la ministre et le gouvernement qui définissent la politique éducative au temps T. Donc ça, c'est une chose. Donc l'inspection générale est là, disons, comme fonction support, mais pas forcément opérationnelle. La partie opérationnelle, elle est mise en service par le recteur, qui lui est en charge, disons, de l'opérabilité des réformes ou de l'action. Donc c'est vraiment un truc très transversal. Donc, comme disait François Perret, un ancien doyen de l'inspection générale, l'inspecteur général, c'est plutôt une autorité plus qu'autre chose, quelque part. Alors, c'est des choses qui ont plus de 200 ans, donc évidemment, c'est un corps vivant. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé, il y a eu de très illustres inspecteurs généraux qui étaient en plus... il y en aura sans doute dans le futur. Mais donc la fonction a vraiment évolué. Et elle a évolué singulièrement, en fait, depuis la fin des années 80. Donc l'inspection générale était beaucoup plus opérationnelle, en vérité, avant. Ça a changé vraiment essentiellement en 89, si ma mémoire est bonne. Donc on est passé de fonctions qui avaient un aspect opérationnel fort à quelque chose qui est plus dans la transversalité depuis maintenant 25 ans. Alors, comme je dis souvent à nos jeunes inspecteurs pédagogiques régionaux là, que nous avons l'occasion de rencontrer dans des semaines de formation, le rapport à la discipline pour un inspecteur, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, il me semble, alors comme j'ai une double casquette, puisque j'ai encore une petite activité de recherche, toute petite, comme chercheur associé à l'université, il me semble qu'il est, disons, très utile pour quelqu'un comme moi de garder le contact fort avec la discipline et la recherche. Alors, j'avais repéré ce congrès, et donc le premier congrès de la SMF, il me semble que
je vois cette semaine comme une semaine, disons, de formation continue pour moi-même. Donc, je m'applique à moi-même le conseil que je donne aux autres. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, il faut garder un contact avec la discipline. Les mathématiques les mathématiques sont une discipline qui est très représentée et très forte en France. Il me semble normal que l'expertise scientifique au sein même des ministères soit assise sur quelque chose aussi d'un petit peu solide. Donc, bon, moi, j'ai un profil un petit peu singulier. J'ai été chercheur donc, en mathématiques. Donc, c'est vrai que je garde un contact scientifique très fort avec la discipline, et c'est ce qui fait un peu ma singularité. Donc, je me dois en fait de garder un contact, disons, un contact fort. Nos collègues en physique font ça régulièrement, en mathématiques aussi. Donc, la présence, disons, à titre de, disons, comment je vais dire ça je ne vais pas dire que je vais viens pour apprendre des maths. Je viens pour d'abord voir un peu ce qui se fait, effectivement ce qui s'est fait. Donc là, en plus, le congrès est très bien organisé avec le matin, on a des conférences plénières avec en gros que des gens que je connais parce que bon, maintenant, malheureusement, j'ai dépassé les 50 ans. Et donc, à force, on connaît bien les gens. Et puis l'après-midi, on voit un petit peu les jeunes talents, les jeunes maîtres de conf, jeunes chercheurs au CNRS, tout ça. Donc c'est quand même très bien organisé, le niveau est très bon. Puis ça me permet de voir un peu ce que font les gens, comment ils exposent, les problèmes qu'ils abordent. Voilà. Et puis en gros, le champ scientifique au sein des mathématiques est très large. Là. Ça va des problèmes de l'estimation à les problèmes de neurones jusqu'à, je parle des variétés hypercalériennes ou les multi-zeta. Donc, il y en a pour tout le monde. Hein. Alors, ça, c'était l'aspect maths, hein, et puis il y a tout ce qui est autour. Donc, effectivement, le fait que ce colloque réunit en gros tout le Gotha, j'allais dire, des mathématiques en France. Il se fait dans une excellente région, hein, donc en plus on a du soleil aujourd'hui. Et puis sous l'ASMF a un rôle, disons, coordonnateur non seulement sur sur la vie scientifique, hein, mathématique, mais au-delà des maths, dans l'interaction avec les autres sociétés savantes, et puis aussi sur les questions éducatives. C'est-à-dire que là, je ne suis pas là à titre officiel, hein, donc ça tombe bien. Je suis là plus à titre, disons, de formation continue, mais surtout, ça permet de discuter avec les gens et puis surtout de comprendre les problématiques du moment. Donc, ce que fait la SMF aujourd'hui, comment elle diffuse, voilà, la question des étudiants, qui est primordiale pour nous. Là, tout à l'heure, il y avait un débat sur quelles mathématiques pour nos futurs scientifiques. Hein. C'est des questions qui concernent tout le monde, je veux dire tous les citoyens. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas le monopole, j'allais dire, de la pensée sur ces questions. Et le monde est maintenant ouvert. Hein. C'est l'Europe, la mondialisation. Il y a beaucoup d'acteurs institutionnels, des réflexions, etc. Donc on est dans un monde, j'allais dire, d'intellectuels. Donc il faut savoir capter aussi. C'est un peu notre, je pense, si on veut être un peu utile, il faut savoir capter les idées aussi. Voilà. Donc savoir ce que pensent les gens et puis admettre que tout le monde ne pense pas pareil. Donc c'est le rapport à le dialogue tout simplement. Un peu ce que font les chercheurs, hein, je veux dire, quand on a une idée et puis en fait on voit que ça ne marche pas, c'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure là, dans un exposé, hein, on essaye de généraliser un truc et puis bon, ça ne marche pas. Et en fait, les compétences qu'on acquiert, par exemple que j'ai acquises moi dans ma carrière de chercheur, me sont très utiles en fait en termes pour l'innovation. On me demandait alors ça c'est peut-être une question qu'on ne m'a pas encore posée, mais qu'est-ce que je fais au quotidien? Effectivement, donc mais il y a toujours une partie un peu d'innovation. Il faut toujours tester des choses. C'est les corps vivants. Donc il faut inventer. On peut
aider à inventer, mettre des idées sur la table, etc. Donc ça me semble très important et c'est, voilà, nous on a été éduqués là-dedans. Inventer, c'est notre matrice initiale, on va dire. Tester et puis admettre de temps en temps, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il faut être ouvert dans la vie. C'est un objet assez unique, enfin il y en a plusieurs en Europe, mais en tout cas c'est un objet unique en France. Alors, j'allais dire, tous les chauffeurs de taxi connaissent le CIRM, ça c'est extraordinaire. Quand on arrive à la gare Saint-Charles, on dit je voudrais aller au CIRM le dimanche soir. Il n'y a pas besoin d'expliquer, tous les chauffeurs de taxi connaissent le CIRM, ils savent comment vous amener et où est-ce qu'il faut vous déposer dans ce dédale quand on arrive à Lumini. Donc le CIRM, c'est d'abord une sorte d'hôtel, on peut le dire comme ça, il y a une bibliothèque, c'est très bien tenu, il y a des chambres et c'est donc un endroit un peu isolé dans la Pinède qui reçoit toutes les semaines des chercheurs du monde entier qui organisent des semaines thématiques, voire des quinzaines, voire parfois même quasiment des mois thématiques de recherche où il y a des étudiants, des chercheurs, etc. Donc quand vous avez un super sujet, par exemple, je ne sais pas moi, les processus de Markov aujourd'hui et hier, ou je sais pas, l'algèbre homologique, des variétés simplicielles, eh bien, vous pouvez proposer au comité scientifique de dire, ben voilà, je vais organiser une semaine là-dessus, c'est vachement important, il y a plein d'étudiants, etc. Vous avez un support, le CIRM donne de l'argent, il est soutenu par le CNRS, évidemment, mais pas uniquement. Et donc, alors, le CIRM, c'est important parce que c'est, d'abord, c'est en France, ça c'est un point. C'est dans un endroit qui a un marqueur très fort pour la science, donc le bassin de Marseille. Et puis c'est un endroit sur lequel, comment dire, qui permet des rencontres fréquentes, très rythmées. Il se passe toujours des choses au CIRM, c'est-à-dire que quand vous allez une semaine au CIRM, moi je sais pas, j'ai fait 10-15 semaines au CIRM, je veux dire, on ne perd pas son temps. C'est-à-dire que le concept même de la rencontre hebdomadaire, il est formidable pour un chercheur en mathématiques. C'est-à-dire que vous mettez d'un coup dans une salle 50 personnes qui sont sur des thématiques assez proches mais pas exclusives. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les frontières, etc. Bien. Les gens sont décontractés, vous déjeunez avec eux le midi, vous déjeunez avec eux le soir. Je veux dire, vous ne dormez pas dans le même lit, mais enfin, je veux dire, dans la chambre à côté. Donc, vous passez beaucoup de temps avec les gens sont décontractés, disponibles. Vous pouvez poser des questions, l'interaction est très forte. Alors, par exemple, quand vous êtes étudiant, c'est génial parce que, du coup, même doctorant, parce que là, en gros, vous allez à la pêche aux idées, quoi. Je veux dire, vous êtes bloqué sur un théorème que vous n'arrivez pas à résoudre depuis 2 mois. Et là, d'un coup, il y a 10 personnes qui pourraient peut-être un petit peu, ils ne sont pas forcément des spécialistes, mais le fait juste de discuter, ça débloque la chose. Donc le fait, c'est un exemple même, j'allais dire, d'un petit miracle qui se passe toutes les semaines. C'est-à-dire, en fait, le secret de la science, alors c'est un peu bizarre, hein, parce que la science aujourd'hui, avec Internet, tout ça, on se dit, tiens, les gens d'ailleurs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, j'ai trouvé quelqu'un avec qui collaborer que je ne connais pas, hein, c'est juste par Internet. Mais le secret de la science, et que ce soit les maths, la physique, etc., c'est quand même le dialogue. Et c'est pareil pour les entreprises. La richesse des organisations humaines, c'est l'humain, en vérité. Et donc, du coup, comme on n'est pas dans un monde où on est tout seul, hein, je veux dire, on avance plus vite à plusieurs que quand on est tout seul. Donc à la fin, bon, en maths, on aime bien faire les choses un peu seul, ou à 2, ou à 3. Et le fait de pouvoir discuter avec des gens, c'est pas toujours facile. Comme je disais, des fois dans les labos, les gens sont pas toujours disponibles, ils ont toujours un truc, ils sont pas forcément à l'écoute. Là, au CIRM, le fait d'être pendant 3-4 jours au même endroit, dans un endroit sympa, décontracté, on s'occupe de tout, vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça, les gens sont réceptifs et disponibles. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'aller à un séminaire
allez, une semaine au CIRM, ce n'est pas un temps de vacances, hein, je veux dire, même s'il y a des moments de convivialité, mais c'est un moment de riches rencontres. Et le terme même, le fait qu'il y ait rencontre, ce n'est pas un centre de recherche mathématique, ce n'est pas le CRM, hein, c'est un centre de rencontre internationale mathématique, de rencontre. Et ça, c'est vrai que c'est le point crucial. Les gens ne s'en rendent pas compte, ils pensent qu'ils vont perdre leur temps. Non, non, les discussions sont toujours fructueuses. Et moi, c'est le conseil que je donne souvent aux jeunes doctorants. Je leur dis, écoutez, restez pas dans votre coin, parlez aux autres. Vous allez voir, rien que le fait d'exposer votre problème, c'est comme quand on va chez le psy, le fait d'exposer votre problème, vous l'avez résolu à moitié. Donc, et vous allez voir, il se passe ça toutes les semaines, il y a un petit miracle au CIRM, c'est ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est très important et je crois que ça replace la discipline qui a parfois, qui est vue de l'extérieur comme bon, le matheux un peu autiste, qui n'arrive pas à parler, etc. Bon, là, ça force les gens à discuter, et ça, c'est très bien. En plus, alors je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on peut exposer aux autres, mais quand même, d'abord, comment dire, quand on a des gens, par exemple, je sais pas, quand il y a un recteur qui veut aller au CIRM, on n'a pas honte de l'amener. Je veux dire, c'est propre, il y a une super bibliothèque, un super amphi. On peut amener des jeunes aussi, rencontrer des chercheurs. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant plusieurs années à Marseille, faire en sorte que lors de ces rencontres, on puisse avoir un temps de dialogue avec les jeunes lycéens, les jeunes étudiants de licence. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça montre aussi un côté très professionnel des mathématiques. Je veux dire, les mathématiques sont quand même ancrées, la communauté mathématique est ancrée dans la réalité économique. Ça, c'est. Non, tous les matheux ne sont pas en dehors des réalités. Je veux dire au contraire. Peut-être que c'est un point sur lequel, peut-être qu'on peut regretter, c'est la faible contribution des mathématiciens, enfin des scientifiques à connotation mathématique à la vie sociétale. Alors je pense que bon, ça c'est vraiment un point de vue très personnel, mais je pense que les mathématiciens ont quelque chose à dire à la société et qui sont parce qu'ils ont été formés à la vérité en fait à travers les mathématiques. Et malheureusement ils ne sont pas assez engagés dans la société. Donc normalement on devrait, par exemple, on n'a pas beaucoup de députés qui sont mathématiciens. Et ce qui n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, je crois que le dernier matheux ministre, ça devait être Borel. Donc ça remonte un petit peu. Donc il faut, il me semble que c'est important. C'est important que les mathématiciens s'engagent, parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils ont été formés en fait à une sorte de réflexion différente. Ils sont dans l'essentiel en fait quelque part. Alors c'est vrai que des fois, les mathématiciens ont un comportement un peu brutal, j'allais dire, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que comme ils veulent aller au cœur de la vérité, c'est un peu comme on fait une démonstration. Quand on fait une démonstration avec les étudiants, on dit, bon, voilà, il y a de la fioriture, mais le cœur, c'est ça. Donc les matheux, ils aiment bien aller au cœur. Ça, c'est une compétence que... Enfin, les mathématiques forment à ça, en fait. Hein. Et donc quand vous prenez un matheux, que vous le mettez dans une réunion... dans un ministère, des fois ça ne se passe pas très bien parce que bon, il n'y a pas les codes, les choses comme ça. Vous nous mettez dans une entreprise. Voilà, le matheux, en général, arrive quand il entend quelque chose de faux, dans un argumentaire, quand ça lui paraît un peu douteux, il dit, tiens, il a pris l'habitude de dire, oula, cette preuve me paraît un peu douteuse, est-ce que vous pouvez préciser votre argument? C'est typiquement disons, à quoi forment les mathématiques. Alors ça, c'est un petit peu orthogonal à ce qu'on vit dans les structures. Hein. Donc c'est vrai que le matheux dérange, c'est un peu le poil à gratter du système. Hein. Et ce serait bien qu'il y ait un peu plus de matheux dans le système.